On commence avec un des thèmes les plus prisés des économistes, c'est le casse-tête de la prise en compte du logement dans l'indice des prix. Oui, c'est le titre, c'est le logement en propriété, c'est très important dans l'indice des prix pour renforcer la crédibilité de la Banque centrale européenne. La structure même de l'inflation, c'est toujours un important thème de débat théorique, de débat pratique en Allemagne. Et ici, ce sont des économistes de l'Institut DIW à Berlin qui avancent une idée. Il faut prendre en compte, selon eux, le logement en propriété occupé, pas seulement en location, ceci afin de renforcer la crédibilité de la politique monétaire. Alors, Géraldine Dany-Knedlik et ses collègues considèrent que les dépenses de logement ne sont donc qu'incomplètement enregistrées dans l'indice des prix. Et pour eux, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'inflation ressentie par le consommateur en Allemagne s'écarte significativement des données officielles, de celles que l'on voit mois après mois. Les auteurs rappellent pourquoi la BCE ferme les yeux sur une résidence achetée, parce que contrairement à l'habitat loué, l'habitation acquise et occupée ne relève pas seulement de la consommation, mais aussi d'une démarche d'investissement. Oui. Donc ce coût d'accumulation de richesse ne joue pas dans le rôle de la mission de la BCE, qui est d'assurer la stabilité des prix et pas de s'assurer de la hausse des patrimoines. Les auteurs font valoir par ailleurs que les parts des coûts que l'on peut attribuer à la consommation et ceux à la formation de richesse ne peuvent être observés et mesurés séparément. En tout cas, en l'état actuel des méthodes disponibles, ça supposerait une modification des réglementations statistiques à l'échelle du pays, donc de l'Allemagne, mais aussi à l'échelle de l'ensemble des instituts des statistiques des 27. Donc c'est un travail lourd à effectuer pour repenser les enjeux conceptuels de cet indice des prix à la consommation. Alors les auteurs ont tenté d'effectuer quand même ce travail à partir des 5 plus grandes économies de la zone euro. Leur conclusion, c'est que l'indice des prix à la consommation harmonisé ne sort pas en fait des trajectoires enregistrées depuis 2010. Et cela aurait dès lors peu d'impact sur les décisions de politique monétaire. Même s'il y a quand même des nuances. Vous voyez que la différence est de 0,4% en Allemagne, 0,16% seulement en France, mais de 0,67% aux Pays-Bas et même de 0,9% en Espagne. Toutefois, cette évolution de la prise en compte de l'habitat occupé en tant que résidence principale aurait le mérite de réduire la contestation de l'inflation officielle et donc la décision de la Banque centrale telle qu'elle est perçue par les consommateurs, cela la rendrait plus légitime. Allez, vous nous faites part maintenant des 4 changements majeurs dans la structure sociale de la Chine, Benahouda. Nous avons eu accès à cet essai au travers de la traduction et d'une mise en perspective effectuée par un confrère chinois, Zhiqian Wang. Il a été rédigé par un ancien directeur de l'école des sciences sociales de l'université Tsinghua, l'une des plus prestigieuses de Pékin. Li Qiang ici tente de saisir ce que les immenses évolutions économiques dans son pays ont entraîné comme modification de la structure sociale. Alors d'abord, la classe moyenne inférieure représente toujours une grande proportion de la population chinoise. Ce qui a changé, c'est la proportion de la classe moyenne dans son ensemble. Elle a beaucoup augmenté, elle est entre 26 et 28% de la population au total. Ce qui a aussi fondamentalement changé lorsqu'on se replace au début de ce siècle, du 21e siècle, c'est le basculement d'une société rurale vers une société urbaine à une vitesse inouïe, ce qui a entraîné une formidable, je cite, modification des modes de vie, des modes de production, des comportements, et il paraît de plus en plus difficile maintenant de distinguer entre les activités professionnelles avec l'apport du temps partiel, ce qui est une innovation dans l'histoire chinoise selon l'auteur. Il y a aussi de nouveaux groupes professionnels d'une dimension extraordinaire, qui ont surgi et qu'on n'a pas encore analysé dans l'évolution de la société chinoise. Un exemple, les livreurs de plats, les livreurs de produits à emporter, ils sont au nombre de 10 millions maintenant en Chine, et c'est une augmentation quasi exponentielle. Ce que le chercheur Li Qiang relève aussi, c'est l'énorme différence de statut socio-économique entre les habitants des métropoles, des grandes villes, des mégalopoles, et les villes petites et moyennes, qui assistent en fait à un exode de leurs diplômés qui sont originaires de ces villes mais qui vont chercher fortune dans les grandes villes. Et alors cette énorme différence entraîne des divergences croissantes dans la prise en compte politique des ressources administratives se concentrent ainsi dans les grandes villes aux dépens des petites et moyennes villes, ce qui accroît alors les capacités économiques et sociales de ces métropoles et pour ainsi dire leur compétitivité par rapport aux villes moyennes et petites. Et cela se répercute sur le prix de l'immobilier bien sûr, parce que dans les grandes agglomérations chinoises,
crise, il continue, quoi qu'il arrive, de monter ses prix, alors que la tendance est devenue structurellement défavorable dans les petites et moyennes villes de taille moindre. Donc, d'où un phénomène de polarisation de la richesse en Chine, tout à fait central, sachant que, on l'a ici, près de 80% des actifs des résidents urbains chinois sont dirigés vers l'immobilier, d'où cet écart de richesse tout à fait extraordinaire en si peu de temps. Oui, ce qui fait écho à votre premier sujet sur la prise en compte du logement dans l'indice des prix. Ah, alors pour terminer, une de ces études dont vous avez le secret, je ne sais pas où vous allez dénicher ça, Benahouda, accélération du réchauffement climatique et dynamique des plantes en Antarctique. Oui, un titre poétique, mais tout à fait inquiétant. Ce sont des scientifiques italiens, britanniques et sud-africains qui, pour la première fois, c'est eux qui le disent, je n'ai pas pu vérifier, ont vu que le changement climatique pouvait être évalué d'après l'augmentation du nombre de 2 espèces de plantes identifiées en Antarctique. Alors au cours de la décennie précédente, cette augmentation a été plus rapide que durant les 50 années cumulées qui ont précédé, donc à partir des années 60, dans des proportions très importantes. Pour une plante, c'est 5 fois plus, pour l'autre, c'est 10 fois plus. Alors Nicoletta Canone et ses co-auteurs établissent un lien de causalité entre la hausse des températures estivales à partir de 2009, plus 0,27 degrés chaque année en moyenne, et ce phénomène de propagation à un point qui surprend même ces spécialistes. Une autre explication induite réside dans la diminution du nombre d'otaries à fourrure dans une île étudiée spécifiquement ici. Hypothèse avancée, la nourriture est moins abondante, l'écosystème marin moins favorable, et cela aboutit à ce qu'il y ait moins d'otaries, donc moins de plantes piétinées. Donc, lien de causalité. Alors la propagation de cette végétation entraîne une modification de la chimie des sols et ainsi il y a des effets en cascade sur l'ensemble du cadre biologique. Ces universitaires expliquent ainsi que le niveau de réchauffement pourrait déjà receler des migrations d'espèces animales, d'espèces végétales en provenance d'Amérique du Sud. Un phénomène de migration biologique qui pourrait être amplifié par des perspectives de faire de l'Antarctique une nouvelle destination touristique parce que les températures y deviennent relativement un peu plus clémentes. Et cette activité économique touristique influera donc sur l'absorption des gaz à effet de serre autour de l'Antarctique. Donc on part de 2 plantes, les otaries, et on finit par les touristes. Incroyable. Et oui, le fragile équilibre de la chaîne du vivant. Merci beaucoup, Benahouda.